radiologues, pneumologues, cardiologues, tous vont tour à tour examiner chaque centimètre carré de ses poumons. Le problème est que les caillots de sang qui ont envahi ses artères se sont avec le temps transformés en un tissu fibreux qui a colonisé des vaisseaux d'1 millimètre de diamètre. L'analyse des clichés est minutieuse car il s'agit de localiser avec précision l'endroit où commence l'obstruction des artères. Une sorte de cartographie des poumons dont va désormais dépendre l'avenir du malade. Car si les médecins estiment que l'opération n'est techniquement pas possible, cela équivaudra à moyen terme à une condamnation à mort du patient. Là où manifestement ça semble passer... Dans le cas contraire, c'est le malade qui décidera de jouer à quitte ou double. Presque jusqu'en périphérie, alors que tout ce qui est tiers moyen, tiers inférieur du poumon, il n'y a plus rien. On prend des risques, certes, c'est-à-dire que c'est pas nous qui prenons les risques, c'est le patient qui prend des risques. On lui dit, c'est une opération qui a 10% de mortalité, et est-ce que vous voulez qu'on la fasse, ou est-ce que vous refusez? C'est eux qui choisissent tout à fait consciemment, en leur donnant le temps de réfléchir. Mais c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. C'est, j'ai une maladie mortelle. Je ne vivrai pas 1 an avec cette maladie. Le chirurgien me propose une opération qui a 10% de mortalité, c'est-à-dire une opération qui me donne 90 chances sur 100 de ne pas mourir. C'est quand même un gros avantage. Je me disais, mais attends, moi... Enfin, je vais pas m'en sortir, forcément, quoi. J'avais toujours... Je sais pas, c'est une question de nature aussi, hein. Je suis pas très optimiste, quoi, donc... Forcément, c'était... ça allait pas marcher, quoi. Puis c'est tellement énorme, tellement... Puis même l'enjeu, quoi. Ben voilà, je peux plus... Enfin, j'étais très essoufflée. On me propose une intervention, donc je vais m'endormir. Quand je me réveillerai, je pourrai courir, quoi. C'était tellement énorme, tellement... incroyable, quoi. Claude est un miraculé. En 1995, il était très gravement atteint par la maladie. Les médecins avaient à l'époque refusé de l'opérer, estimant qu'il n'avait pratiquement aucune chance de survivre à l'intervention. À l'époque, j'étais quand même que le 14e, il y avait quand même des gros risques. Mais les risques, même s'il n'y en avait qu'une chance sur 1000, il fallait que je la prenne. Je vous dis, c'était ça, vous plus bouger. Alors bon, moi, j'ai... Pour supplier, c'est un grand mot, mais je voulais absolument qu'il m'opère, quoi. Il était très insistant pour qu'on lui donne cette chance. Alors, la chance, on peut pas la mesurer exactement. Moi, je pensais qu'elle était 1 sur 2. Et puis, j'ai cédé. J'ai cédé parce que on avait opéré durant cette année, c'était donc la première année que l'on faisait ces opérations sous vidéo, donc on avait l'impression, c'était une année, on avait l'impression d'avoir fait des progrès considérables. Et puis, on n'avait pas eu de mortalité. Et j'avais dit, on peut donc s'autoriser maintenant à opérer ce monsieur, puisqu'il souhaite qu'on lui donne cette chance, et hormis cette chance de la chirurgie, de toute façon, il ne pouvait que mourir rapidement, puisqu'il se dégradait régulièrement, et ce monsieur ne pouvait plus rien faire, il n'avait plus de vie. Quand on revoit l'angiographie de M. Maffioli, c'est sûr que des fois on se dit c'était quand même une forme distale et il y a des patients qui étaient de ce type-là qu'on a contre-indiqué et peut-être qu'on a eu tort. Donc le cas de M. Maffioli, il est toujours pas clair, hein, et c'est une forme limite d'indication. Des fois ça passe et des fois ça casse malheureusement. Ça nous a conduit à revoir aussi nos indications et quand on réanalyse le dossier avec 4 ans d'écart, 4-5 ans d'écart, on se rend compte maintenant que c'était une excellente forme. Donc c'est ça les progrès aussi de la chirurgie. Les progrès de la chirurgie ne sont pas que dans la main, ils sont aussi dans l'analyse d'un dossier, dans la comparaison entre ce que l'on trouve à l'intérieur des artères pulmonaires et ce que l'on voit sur les différents documents en géographie pulmonaire. Bonsoir, monsieur Carré-Droit. Bonsoir. Je viens vous chercher, on a fini le staff et il y a le professeur Simoneau qui voudra vous voir pour faire le bilan et ce qu'on envisage de faire. C'est le moment de vérité pour Bernard. Il ignore encore que les médecins ont déjà décidé de son sort. Il lui reste aussi à connaître chaque détail de l'opération.
Ouais, c'est pas trop long. Si, c'est lourd. Allez, monsieur Garédois, asseyez-vous. Asseyez-vous, on va. Voilà, donc on a vu votre dossier très très longuement, hein, avec les radiologues, ça se présente pas mal. Ouais. Ouais, je vous en avais un peu parlé déjà l'autre fois. L'opération qu'on doit vous faire, c'est quelque chose de compliqué. C'est pas retirer des caillots dans une artère pulmonaire. C'est peler complètement l'artère pulmonaire jusque dans ses branches. Et pour faire cette opération, bon, bien sûr, on remplace votre cœur et vos poumons pendant le temps de l'opération, comme dans n'importe quelle chirurgie où on arrête le cœur. Mais en plus, on va être obligé de vous mettre en hibernation, c'est-à-dire qu'on va refroidir votre corps à 18 degrés pour travailler en arrêtant complètement la pompe qui remplace le cœur aussi. Et à ce moment-là, votre organisme ne vivra que parce qu'il sera complètement refroidi à 18 degrés et donc il ne consomme pas d'oxygène. Donc vous voyez que c'est une grosse opération et que toute grosse opération de ce type présente un risque. Donc le risque, vous devez l'accepter pour qu'on fasse cette opération. En contrepartie, les risques, si on ne fait pas d'opération, sont, comme je vous l'ai dit, très grands. Et dans les 2-3 ans, on est très inquiet pour votre vie. Donc, on a besoin, pour faire ces opérations, que tout le monde soit d'accord. ouais. Hein? D'accord? Nous, on vous propose quelque chose, on a analysé votre maladie parfaitement, on sait exactement ce que c'est, on sait ce qu'on peut vous proposer comme traitement. Il faut que vous soyez d'accord. Ouais, voilà. Pour moi aussi bien, c'est tout réfléchi. Hein. Si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Quand on est dans une forme très favorable, on est très persuasif. Pour le patient, on lui dit, monsieur, je crois vraiment, il faut absolument que vous fassiez opérer, c'est votre chance et tout. Quand on est dans une forme plus défavorable, où le risque est plus important, on est moins persuasif pour le patient. On lui laisse plus de latitude dans son choix. C'est comme ça que la décision se fait. D'un coup, c'était là. Paf. C'était plus... Je pouvais très bien mourir, paf, pendant l'intervention, comme ça. Et tandis que bon, ça avait toujours... jusque-là, ça avait été... La mort, ça avait été toujours quelque chose de très loin et de très... Enfin, que je voulais pas voir, donc très, très loin, quoi. Et là, bon, fallait y aller, quoi. Et puis en plus, c'était nous qui choisissions, quoi. Enfin, fallait y aller, quoi. Je me préparais à partir. Mais je me préparais à partir, c'est-à-dire j'ai fait appeler mes enfants, j'ai préparé mes papiers, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Je préparais à partir et surtout c'est tombé avec le mois de Ramadan chez nous, les musulmans, c'est très important, c'est un mois sacré. Alors je priais, je lisais le Coran, je m'attendais à partir et j'étais prête à partir. Et alors, dans tout cela, on a bien sûr nos états d'âme à nous. Parce que nous avons des états d'âme. C'est-à-dire que nous faisons un métier qui est probablement le seul métier où on manie la vie et la mort des gens. Directement. C'est entre nos mains directement. C'est-à-dire si on fait une bêtise, quand on tient la spatule dans l'artériectomie, si on va trop loin, on perfore l'artère pulmonaire, le malade est mort. Donc c'est une responsabilité énorme que nous avons dans ces choix. Et quelquefois, comme on dit, on a un petit moral parce que la semaine d'avant, un malade est mort et qu'on n'a pas envie de refaire un cas limite. On veut faire le suivant, le malade suivant, on veut que ce soit une forme très favorable pour se remettre un peu en forme et pas avoir 2 échecs consécutifs. Bernard a été autorisé à rentrer chez lui. Une permission de 48 heures pour revoir ses enfants. Didi. Le temps est désormais compté. Bernard sait que chaque jour qui passe est un jour de gagné par la maladie et la mort qui le guette. Papa, pose-toi, ça a été? La route, elle a pas... c'est pas été trop dur? Ouais. Il n'y a pas de papier à signer, rien? Ouais. Alors, t'es content? Alors bon. C'est bien.
C'est joli. Il m'a dit, si il faut le faire, ça quoi, d'ici 2-3 années, il dit, on parlera plus de vous. Hein. Donc ça veut dire que un mois en mois, ça va empirer. Hein. C'est ça qu'il a voulu dire. Hein. Ah non, c'est vite passé. Hein. Il faut que tu passes d'abord à te faire opérer et puis dire bah, ça va réussir. De toute manière, nous, on sait que ça va réussir. On est avec toi, alors on sait que ça réussira. Le boulot, c'est après. Et le boulot, on s'en fout. Même si on vit avec une tartine ou quoi que ce soit, on s'en fout. C'est la santé avant tout. Et puis moi, je crois à la médecine, alors donc je sais qu'ils arriveront à faire quelque chose de bien avec toi. Et tout. Et puis tu sais que moi, je suis là et je suis là toujours pour toi. Tu le sais. Mercredi 13 décembre 2000, 8h du matin, le jour du grand défi pour Bernard. Dans quelques minutes, il partira pour le bloc opératoire et sera le 154e patient à remettre sa vie entre les mains des chirurgiens. À ce moment-là, moi, c'est le truc con, mais je pense aux mecs qui sont condamnés à mort, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Oui. C'est la dernière nuit, et puis voilà, ça y est, c'est fini, là. Mais bon, faut y aller, quoi. Toujours pareil, quoi. C'était long, pourtant, si tu arrivais, je sais pas, c'était 7h moins le quart, ouais. Et je suis partie au bloc à 8h. Ah, 8h, ouais. Ça fait 1h15. C'était long, ouais. long. À la limite... J'aurais demandé à partir plus tôt. Plus tôt, quoi, ouais. Souvent la nuit qui précède cette intervention, je ne dors pas. Parce que on se demande ce qui va arriver, si ça se passe mal, bah c'est un échec et c'est un peu insupportable. Et c'est pas tellement notre échec, c'est le fait que le malade va mourir. Donc effectivement, on a peur. Monsieur, Caillou. ça va, vous avez passé une bonne nuit? Ça va, ouais. Ça va, ça ira mieux. Ça par contre, ça on est obligé. On va vous coller des électrodes pour surveiller votre cardiaque. On se prépare un petit peu, hein, on va vous endormir d'ici 5 minutes à peu près, hein, d'accord? Vous venez d'où? Au revoir. Oui. Vous habitez où? À Douai, dans le nord. Dans le nord, vous venez? Ça va? Plus on parle aux patients, plus il y a d'échanges, plus ils nous connaissent, plus ils sont rassurés et je dirais plus l'anesthésie se passe bien. La phase d'endormissement du malade dure 15 minutes. Les anesthésistes doivent maintenant protéger le patient contre la douleur et plonger son corps dans un coma profond. Ce sont des patients très fragiles. Hein. Le gros risque à l'induction de l'anesthésie, c'est-à-dire à l'endormissement, c'est effectivement l'arrêt cardiaque. Donc on y va très doucement en injectant des doses de drogue anesthésique très faibles, équivalentes à celles de bébés de 3 kg. Il faut savoir que les drogues anesthésiques, d'abord c'est un mélange de drogues, il y a plusieurs classes de médicaments. Il y a des médicaments qui vont faire dormir les patients, il y a des médicaments qui vont traiter la douleur parce que le geste chirurgical est quand même très agressif. Là, on va être obligé de mettre les patients sous ce système de circulation extracorporelle et donc on a des morphines.